Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Je voudrais vous dire que la balkanisation n'est pas une illusion. Mais je voudrais aller dans les faits. Je vais vous lire certaines déclarations, et des intellectuels et des hommes politiques. Je laisserai aux autres pour qu'il y ait un débat de fond. Il y a un auteur, un écrivain, un romancier britannique, John le Carré. C'est un des grands. Si vous partez dans le monde anglo-saxon, on vous parle de cet homme-là. Il a publié le premier roman, La Taupe. Je pense que ceux qui connaissent un peu, qui suivent les films, ils savent un peu de quoi il s'agit. Donc il s'agit un peu d'espionnage. Parce que lui-même, c'est un ancien flic, un ancien espion de services secrets britanniques. John le Carré, dans son roman, il écrit ceci. Rien que des théoriciens avant-gardistes, des néoconservateurs en vue, des sommités de la géopolitique. Le genre de types qui se réunissent dans des stations de ski pour décider du destin des nations. Ce n'est pas la première fois qu'ils se penchent sur le Congo oriental. Qu'est-ce qu'ils voyaient? L'anarchie comme résultat des prochaines élections, les Chinois qui grattent à la porte pour rafler les matières premières. Alors que faire? Les Congolais n'aiment pas les Américains et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors, le plan américain, c'est consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à la rendre incontournable. Ce qu'ils veulent, concrètement, c'est une annexion en douceur et ils comptent sur un coup de main de la CIA. Je passe à la deuxième personnalité, mais cette fois-ci, c'est un politique. Il s'agit de M. Frest Williams, ancien président de la sous-commission du Sénat américain sous l'administration Bill Clinton en 2001. Que dit Williams? Selon Williams, la frontière congolaise serait la source de stabilisation tant par les forces internes que par les forces externes, dont l'objectif consiste à favoriser le découpage du pays en cinq États indépendants. Il cite les Kivu-Maniema, les Kasaï, les Chaba ou bien les Katanga, la province orientale et l'Équateur, les Bandundu et les Bas-Congo. Ça, c'est du côté du Sénat américain. Et vous connaissez un autre qui est bien connu, c'est M. Herman Cohen. D'abord, quand Obama a accédé au pouvoir, Cohen avait demandé à Obama de nommer quelqu'un qui va s'occuper de la question des Grands Lacs. Il a publié l'article dans New York Times qui a été repris par Jeune Afrique et nous, on l'a répliqué. Mais je ne voudrais pas parler de 2008, je préfère parler de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, en 2011. Herman Cohen a accordé une interview à un journaliste congolais vivant en Amérique. Et qu'est-ce qu'il dit dans son interview? Il explique que même au département d'État américain, les Kivu est sous contrôle rwandais. C'est connu de l'autre côté. Donc Cohen, ce n'est pas n'importe qui. Et je voudrais vous lire quelque chose pour vous donner une certaine précision. Dans de réponse à l'article publié par Les Potentiels, Cohen nous a écrit. C'est passé par un Congolais qui connaît très bien. Modeste Moutinga a décidé à ce qu'on le publie. On a publié son droit de réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que mes remarques sur le nord et le sud Kivu, dans votre article du 12/8/2011, ont été mal compris. Bien sûr, les provinces de l'Est du Congo sont juridiquement dans les pays souverains de la République démocratique du Congo. Personne ne peut dire le contraire. Et ça doit être toujours comme ça. Ce que j'ai voulu dire, continue Cohen, c'est qu'il y a beaucoup d'influence des pays extérieurs
à l'Est dans les deux Kivu et que ces influences sont plutôt négatives que positives. Regardez les secteurs économiques et sécuritaires pour en avoir les preuves. C'est pourquoi j'ai proposé dans mon article de décembre 2008 dans le New York Times qu'il faut établir un marché commun entre les provinces de l'Est du Congo et du Rwanda, Burundi et de l'Ouganda pour légaliser le trafic des produits miniers et agricoles, gagner de l'argent pour le fisc congolais et éliminer les soutiens des milices légales. Je demande aux amis congolais, soyez attentifs, je demande aux amis congolais de ne pas chercher midi à 14 h avec les débats juridiques inutiles. Il faut plutôt qu'ils cherchent des solutions sur le terrain. Vous connaissez aussi Sarkozy, je préfère ne pas en parler, mais parler beaucoup plus des intellectuels. Il y a une institution un peu intellectuelle, Brookings Institution, qui avait publié un article dans le journal Global Poverty dans le cadre du développement de l'Afrique. Pour cette institution, plusieurs causes seraient à la base du retard que connaissent plusieurs pays africains. Il s'agit de l'étendue géographique, de la densité démographique, des ressources naturelles et de la montée du cynisme. Pour cette institution, plus un pays est grand, plus la gouvernance est difficile. Il en est de même du nombre élevé de la population. Cette situation se répercute ensuite sur la gestion des ressources naturelles et favorise les conflits interethniques. Pour eux, seuls les petits États sont bien gouvernés en Afrique. Les pays tels que le Nigeria, le Soudan, l'Angola, la RDC, tellement qu'ils sont grands, ce qui explique qu'il y a des problèmes pour leur gouvernance. En dépit de ce qu'ils ont publié, il y a encore des grands, je dirais, intellectuels qu'on peut connaître ici. Il s'agit du professeur Jeffrey Herbers. Il est chef de chaire à l'université de Miami, dans l'état de Ohio, en Amérique. Et un autre, Greg Mills, lui dirige la fondation Brainsturst, basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils ont publié un article dans une revue scientifique en disant que le Congo n'existe pas. Et ils ont demandé aux politiques, aux intellectuels, aux ONG de reconnaître les faits. Pour eux, d'ailleurs, dernièrement, ils étaient en Zambie, les mêmes personnes, ils ont invité le prof Bioya, mais il n'est pas parti. Ils ont le même discours de dire que le Congo est trop grand, et il est mal géré, il faut le diviser. Donc, ça, c'est un débat qui est lancé. Et sur place ici, au Congo, vous avez Pôle Institut. Une institution qui est financée par DFID, donc le truc de l'institution des Britanniques, par les Américains, USAID, pour faire des recherches sur le terrain. Et quand vous lisez leurs recherches, c'est très clair, Kinshasa est loin, le Kivu est loin de Kinshasa, il faudrait travailler sur place avec les pays limitrophes. Et quand vous voyez de plus près qui finance les Britanniques, les Américains, c'est eux qui ont financé la guerre pour agresser le Congo. Et quand vous regardez qui est derrière, c'est Kagame qui contrôle. Ce sont des sources très sûres, ce n'est pas, ils ne font pas un travail scientifique, c'est un travail idéologique. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'on dise que les Congolais, sur place à Kinshasa, pardon, au Congo, font des recherches et ils démontrent que le Congo est très grand, donc il faut parvenir à diviser. Donc ce sont des gens qui travaillent pour la balkanisation. Je n'ai pas amené des livres comme la fois dernière. Oui, Thomas Turner qui a publié Congo Wars, ce conflit, mythe and reality. Beaucoup de gens le connaissent au moins parce qu'il a étudié, il a fait sa thèse à Lubumbashi et les autres travaillent avec Crawford Young. Il dit très clairement de cet ouvrage, pour ceux qui veulent dire que les conflits à l'Est, c'est un conflit de Banyamulenge, les Congolais désorganisés, il dit que c'est un complot anglo-saxon. C'est lui qui l'a écrit, c'est un Américain, ce n'est même pas un Congolais.
Donc il faudrait qu'on fasse attention avec nos amis. Mais pour terminer, je voudrais vous lire des petites phrases. Il y a Kwame Nkrumah qui a publié en 1963 « L'Afrique doit s'unir ». Qu'est-ce que Kwame Nkrumah dit? Les plus grands dangers que court actuellement l'Afrique et le néocolonialisme, et son principal instrument est la balkanisation. Il continue. Tout cela relève de la politique de balkanisation systématique grâce à laquelle le néocolonialisme entend manipuler l'Afrique. Cette politique peut être en fait plus dangereuse pour nos légitimes aspirations à l'indépendance économique et politique. Je prends une autre phrase de Kwame Nkrumah. Pour les États africains, la solution du progrès est de s'unir politiquement, d'avoir une politique étrangère commune, un plan de défense commun, un programme économique commun, en vue du développement de tous les continents. Alors seulement, nous pourrons écarter les dangers du colonialisme, de sa servante, la balkanisation. Quand ce sera fait, nos relations avec l'Europe pourront entrer dans une autre phase nouvelle. En 1963, Kwame Nkrumah l'a écrit, je pense qu'aujourd'hui, nos amis occidentaux reviennent encore avec la balkanisation. Et ce qui fait très mal, c'est de voir que nous, on a étudié comme eux. Comment est-ce qu'on peut accepter les petits-fils de ceux qui nous ont vendus, colonisés, humiliés, et revenir aujourd'hui pour nous imposer encore la balkanisation? Regardez de près la situation au Soudan. Quand on parlait, les gens pensaient que c'était une illusion, les Soudan divisés en deux. Peut-être demain, ce sera le tour du Congo. On pourra discuter, mais ce sera un peu trop tard. En tout cas, je termine par ici et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Freddy. Ce projet existe, il est écrit dans leurs écrits, il est divulgué par leurs intelligences tant politiques qu'académiques, quoi. Donc, parce que là, il y a des professeurs et des autres. Donc, je pense qu'ici, il faut, n'est-ce pas, établir dans nos têtes que ce projet existe. Les Blancs l'ont écrit et ils l'ont déjà mis en pratique. Maintenant, comment allons-nous le contrer? Je vais devoir donner la parole au premier. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes.